Et bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à cette table ronde autour de la data, donc au cœur de la stratégie de l'assurance du futur. Et je suis accompagné de Julien Gigois et de Raphaël Poussé-Bougère. Et avant de démarrer cet entretien, je vous laisse, messieurs, vous présenter. Je ne sais pas qui veut démarrer. Raphaël, Julien. Allez, je suis Raphaël Poussé-Bougère, je suis Chief Data Officer chez Wacom, un assureur digital dont on parlera tout à l'heure. Voilà, et je suis dans la data depuis plus de 25 ans. Julien. Bonjour, je m'appelle Julien Gibois, je suis Chief Actuary chez Luco, qui est un assureur habitation InsurTech. Et j'ai beaucoup moins d'années que Raphaël dans la data, mais quelques années tout de même. Merci à tous les deux. Est-ce que déjà pour démarrer, Julien, tu pourrais repréciser l'activité de Luco pour ceux qui ne connaissent pas encore? Merci, oui, Ivan. Donc, Luco, on est une InsurTech. On est aujourd'hui l'InsurTech qui croît le plus en Europe. On a plus de 150 000 clients aujourd'hui en France et on vient tout juste de se lancer en Espagne très récemment, donc cet été. Euh, Félicitations. Merci beaucoup. On est spécialiste de la protection du foyer. Donc, on a évidemment commencé avec tout ce qui va toucher aux assurances habitation de façon assez classique, même si on fait les choses très différemment des autres. Évidemment, j'en parlerai tout à l'heure. Et ensuite, on a continué à enrichir notre offre avec de l'assurance bâtiment et récemment aussi l'assurance emprunteur. Super, excellent. Alors, Raphaël, du coup, est-ce que tu peux, pareil, à ton tour, nous préciser l'activité de Wacom et surtout comment Wacom soutient Luco finalement, parce que vous êtes tous les deux partenaires, mais je vous laisserai en parler mieux que moi tout à l'heure. Alors, Wacom, c'est un assureur B2B qui se concentre sur la création de produits d'assurance de biens, donc auto, habitation, voyage. Et notre particularité, c'est qu'ils sont ces produits en marque blanche et ils sont et réalisés pour nos partenaires distributeurs. Donc, bien qu'existant depuis 1829, j'ai bien dit 1829, Wacom a pivoté sur un modèle purement digital en 2015. Et aujourd'hui, on est un des leaders de l'assurance digitale en France et en Europe. Donc, digital, c'est quoi? C'est 100% de nos produits sont accessibles en API. C'est aussi pour certains de nos contrats, eh bien, on les stocke dans la blockchain. Voilà, et du coup, la gestion des contrats et des sinistres, elle est automatisée au travers de cette blockchain. Et enfin, c'est une plateforme, la plateforme Play and Plug, donc qui est disponible en ligne, où nos partenaires peuvent créer eux-mêmes leurs produits d'assurance en quelques jours, hein, accessibles sous forme d'API. Donc, nos partenaires, qui sont-ils? C'est soit des professionnels de l'assurance, soit ce sont des entreprises non spécialistes. Et on a on a plus d'une centaine de partenaires et plus de 330 partenariats, donc produits actifs. Donc, Wacom, c'est une entreprise en forte croissance, hein. On a 31% de croissance depuis 2015. On a un CA à peu près de 415-420 millions d'euros et près de 60% des primes sont en dehors de la France. Voilà. Donc, on est présent dans 13 pays européens et on a des licences pour opérer dans quasiment tous les pays européens. Et donc, Luco, c'est un de nos partenaires distributeurs. Donc, on porte le risque en tant qu'assureur et donc, évidemment, on contribue au paiement des sinistres de leurs clients. Et on leur a apporté notre expertise dans l'élaboration de leurs produits d'assurance, habitation, notamment. Mais on continue notre partenariat, bien sûr, avec Luco. Excellent, merci à tous les deux. Là, j'ai avec moi deux acteurs. Un acteur, si je comprends bien, 1829, c'est pas hier, hein, et un nouvel entrant dans l'assurance avec Luco. Est-ce que vous pouvez peut-être partager aujourd'hui votre vision que vous avez de l'assurance, parce que c'est un secteur qui se transforme énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer là depuis quelques années et qui vont continuer, je pense, dans les prochaines années. Allez, j'attaque. Je ne sais pas qui veut prendre. Je sais pas qui veut prendre la question en premier. Ouais, j'attaque. Vas-y, Julien. Vas-y, ouais. Ouais. Merci.
Donc oui, Johan, tu as entièrement raison. L'assurance, c'est un métier, c'est une industrie qui est présente depuis plusieurs siècles et qui, depuis quelques années, est vraiment en train de se dépoussiérer. Je pense qu'il y a si je peux dire, une révolution numérique qui est en train d'arriver dans le secteur de l'assurance, qui a été certainement plus tardive que dans d'autres industries comme la banque, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment, je pense, très bénéfique pour l'industrie parce que malheureusement, quand on parle d'assureur, le premier mot qui vient à beaucoup de gens, c'est voleur. Et pourtant, voilà, moi, je reste convaincu. Je suis très fier d'être assureur. Je suis très fier de dire à mes enfants ce que je fais et quel est l'objectif de ce métier. C'est un très beau métier. Et donc, je pense que quand tu dis que le métier est en train de changer, moi, je vois deux forces principales de changement. La première, c'est tout ce qui va toucher à la transparence. Donc, on le voit, hein, il suffit de regarder des pubs à la télé. Hein, on voit que tous les acteurs aujourd'hui essayent de se recentrer sur le fait qu'ils essaient d'être beaucoup plus transparents. Alors, c'est beau de le dire, c'est quand même très difficile à faire. Nous, je pense que chez Luco, on a trouvé un moyen très radical d'être transparent. Hein, donc, avec Wacom aussi, hein, qui nous soutient là-dedans, c'est de faire le give back. Donc, le give back, ça veut dire que on alloue 70% de la prime des clients pour payer les sinistres et que s'il y a un surplus, ce surplus va être donné à des associations qui vont être choisies par le client au moment de l'activation, enfin, de l'achat de son contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, le client, s'il nous fraude, ben, en fait, ce n'est pas nous qui fraude, c'est potentiellement une association caritative. Et dans l'autre sens, nous, on n'a aucun intérêt à ne pas payer un sinistre à un client parce qu'en fait, on ne va pas s'enrichir, nous ou Wacom, on va enrichir une association. Donc, voilà, on est en train d'enlever le conflit d'intérêt et de rendre beaucoup de transparence. Donc, ça, on sent que c'est quand même une force très importante, ce côté transparent. L'autre force, je pense, et c'est là qu'il y a cette révolution numérique, si je peux dire, c'est de remettre le client au cœur du métier. On a eu un peu tendance, je pense, sur quelques décennies passées, à devenir un métier un petit peu froid. Et là, on est vraiment en train de reparler d'expérience client chez tous les acteurs. Et donc, nous, c'est vraiment ce qu'on a fait aussi chez Luco, où on va en parler après, mais on utilise tous les leviers numériques digitaux et particulièrement la data pour venir apporter des services complémentaires aux clients et pour faire en sorte que le parcours du client, que ce soit de la souscription et principalement au règlement du sinistre, parce que c'est quand même ça notre métier, c'est de payer des sinistres, ça soit le plus fluide, le plus simple, encore une fois, le plus transparent possible et que le client s'y retrouve vraiment. Super. Raphaël, si tu as des choses à ajouter. Oui, on a suivi les mêmes traces sur cette vision quasi de la transformation de la sociétale finalement. Hein. Ça se retrouve sur plusieurs plans. Un des plans, c'est la transformation vers l'économie à l'usage. Voilà, où maintenant, on n'achète plus une trottinette, on utilise une trottinette. Et donc, on a tiré le fil, c'est-à-dire qu'on ne peut plus assurer de la même manière sa propre trottinette qu'une trottinette qu'on prend pendant 10 minutes. Donc, pour que l'assurance elle soit efficace, il faut qu'elle soit embarquée. Et qu'elle soit embarquée, ça, c'est aussi l'objectif, hein, c'est le consommateur final. Voilà, pour lui, c'est du all inclusive. Donc ça, c'est la première transformation, cette transformation vers l'économie à l'usage. La deuxième, c'est la transformation de la distribution. Si je reprends toujours la même trottinette, je ne vais pas aller m'assurer dans un réseau de distribution physique d'assurance. Donc tout ça, ça passe et ça rejoint ce que disait juste là, la vision Luco, hein, qui est de dire derrière, j'ai du numérique et du digital qui doit entrer en jeu. Et puis le troisième point, c'est effectivement cette transformation aussi vers une assurance transparente. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien travailler aussi avec Luco. Chez Wacom, on est devenu entreprise à mission. Donc, on a vraiment une entreprise à mission, un comité de mission. Voilà, on n'est pas là juste pour faire du business. Il y a aussi une vision de la société. Et donc, l'assureur, il prend part à cette vision de la société. Donc, globalement, nous, on est l'assureur des usages de demain.
l'assureur du consommateur final dans ses usages. Et la spécificité finalement de Wacam, c'est qu'on prend des risques que les autres assureurs ne prendraient pas. Voilà, donc on prend un risque évidemment piloté, hein, on en reparlera plus tard, mais on essaye d'imaginer les produits de demain et on essaye de tout faire pour que le parcours client de nos partenaires distributeurs soit largement servi par les API Wacam. Très bien, merci à tous les deux. J'étais en train de prendre des notes, hein. Ce qui ressort beaucoup, finalement, c'est la transparence et l'aspect société à mission. Donc là, on est sur les valeurs, finalement, qu'on peut avoir au sein de certaines entreprises. Donc là, visiblement, vous êtes tous les deux, et Luco et donc Wacam, respectivement, sont là-dessus. J'ai entendu évidemment aussi l'aspect économie à l'usage, la distribution qui va être repensée. Donc, comment, la question qui évidemment suit, c'est comment, avec ces nouveaux usages, cette nouvelle distribution, ces nouveaux parcours clients, cette nouvelle expérience que vous souhaitez donner à vos utilisateurs, en quoi l'exploitation des données, finalement, elle est importante pour vous et comment vous mettez ça en musique là-dessus? Raphaël, est-ce que tu veux... ou Julien? Vas-y. Allez, bon. J'y vais. Ok, alors j'y vais. Vas-y, Oui, vas-y, pour nous, Raphaël. l'utilisation de la donnée, effectivement, elle est critique. Elle est critique à plusieurs plans. Le premier sujet, j'en ai brièvement parlé, c'est piloter notre risque. Voilà, on veut savoir prendre des risques, mais un risque, ça se pilote. Et donc, pour nous, c'est vraiment un des premiers éléments, j'allais dire limite au-delà des opérations réglementaires que l'on cherche à faire avec nos données. Voilà. Un, c'est piloter notre risque. Deux, évidemment, on a parlé de produits, on a parlé de consommateur final. Le consommateur, il est très sensible au prix. Donc, les données nous servent à établir un pricing au plus juste. Et ça, c'est vraiment la deuxième vision. Et puis, la troisième, c'est effectivement créer de nouveaux services. Voilà, il y a des données qui sont existantes. Comment les utiliser pour quels nouveaux services? Alors, ce serait quoi des nouveaux services? C'est des nouveaux services pour l'interne, hein. Meilleure connaissance de nos clients, meilleure segmentation, optimisation du calcul de la prime pure. Je prends cet exemple-là puisque on utilise les algorithmes d'intelligence artificielle au travers d'un outil qui est Accurate pour vraiment calculer une prime pure au plus juste. Donc ça, c'est pour comment est-ce qu'on l'utilise nous en interne. Et puis après, c'est pour nos partenaires distributeurs. Et là, il y a énormément de choses que l'on peut fournir à nos partenaires distributeurs. Une vision de leur ratio, évidemment le fameux S sur P, hein, le ratio sinistre sur prime, auquel on donne accès à tous nos partenaires distributeurs en data vise. On a des sujets autour de benchmark, de segmentation. Donc ça, c'est le deuxième point sur les services. Et puis après, on y réfléchit. Alors là, on est beaucoup plus embryonnaire, mais sur vraiment fournir des données à notre écosystème, éventuellement via l'open data. Donc, ces données, hein, elles sont vraiment critiques pour nous, pour faire fonctionner un assureur comme Wacam. Merci Raphaël. Julien? Oui, je pense que clairement, la donnée est au cœur de l'industrie de l'assurance depuis toujours. C'est grâce à la data qu'on a pu commencer à faire des petits calculs de probabilité et qu'on a pu commencer à rendre des risques assurables. Donc, ça a toujours été le cœur du métier de l'assurance, la data. Alors, évidemment, l'explosion numérique et du nombre de data, ce que j'appelle les data points, hein, de sources de données disponibles, qui a littéralement explosé depuis une dizaine d'années. Ça remet énormément de choses en jeu dans le métier. Raphaël en a beaucoup parlé, notamment au niveau de tout ce qui va toucher à la sélection du risque, à la tarification. Là, je pense que tous les assureurs ont déjà changé leur méthode avec des nouveaux acteurs hein, comme Accurate qui arrivent, qui permettent de mieux modéliser, etc. Donc, je ne vais pas en rajouter sur tout ce que Raphaël a dit et qui était très, très pertinent. Moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'on fait chez Luco, c'est vraiment d'utiliser de la data pour rendre des services complémentaires aux clients.
L'idée, c'est vraiment, nous, d'utiliser tous les nouveaux outils à disposition pour améliorer l'expérience client. Donc, ça va être, par exemple, récupérer des informations un peu bateau, mais peut-être que demain, on n'aura plus besoin de poser 10 questions à un client pour qu'il s'assure, mais peut-être en 2 ou 3 questions, on sera capable de savoir qu'à tel endroit, la maison, elle fait déjà 98 mètres carrés, on n'aura pas besoin de poser la question du nombre de mètres carrés. Donc, c'est une simplicité pour le client parce que des fois, il y a des clients qui se retrouvent face à des questions, ils ne savent pas trop quoi répondre, alors qu'en fait, on pourrait trouver la data ailleurs. Ça, c'est un tout petit usage, mais les usages principaux, ça va surtout être au moment de la gestion du sinistre. En utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle, on va être capable de déterminer qu'un sinistre, c'est sûr, ce n'est pas une fraude, tout va bien. On va du coup pouvoir payer beaucoup plus rapidement. Et donc là, on parle de paiement en quelques heures pour nous assurer parce qu'on a déterminé que ce n'était pas une fraude. Sans la data, on serait obligé de retourner à des process manuels et donc potentiellement, ça pourrait prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. On a des concurrents qui mettent plusieurs mois. J'ai eu un exemple dans mon expérience personnelle d'un an avant d'être indemnisé. Donc, en fait, c'est grâce à la data et à l'intelligence artificielle qu'on va réussir à révolutionner tout ce qui est vraiment la gestion du sinistre et donc d'accompagner le client. Je pense notamment à avoir un super algorithme pour proposer des services de réparation très rapidement aux clients. Nous, on demande à nos clients de faire une petite vidéo de leur sinistre. On analyse avec des outils de machine learning via l'image qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le sinistre et on est capable tout de suite de proposer, OK, en fait, ce qu'il nous faut, c'est un plâtrier et un peintre et boum, cliquez ici et vous pouvez prendre un rendez-vous quand vous voulez. Il y a un plâtrier et un peintre qui viennent chez vous. Donc, tout ça, sans data, c'est impossible. Et on est en train de créer des services qui n'existaient pas avant et qui permettent vraiment, selon moi, de révolutionner l'expérience client d'assurance. Très intéressant, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans les deux réponses, sur la génération de services, sur l'optimisation de l'expérience client, tout simplement. Et alors, moi, la question que j'ai pour vous, c'est maintenant qu'on a compris un petit peu finalement le pourquoi, en tout cas, comment vous exploitez les données et quel type vous exploitez, pour quel usage surtout on vient servir. C'est pourquoi vous avez choisi Snowflake. Quel était le contexte à l'époque qui vous a poussé à vous engager sur un projet avec Snowflake et comment Snowflake vient résoudre les enjeux que vous aviez ou que vous allez avoir dans le futur. Raphaël, si tu veux prendre la question. Ok, pas de problème. Alors nous, le contexte, il était le suivant. Comme donc je vous ai dit, Wacom, malgré son grand âge, a pivoté sur un format très digital. Notre PDG, Olivier Jaillon, a souhaité vraiment créer un data office. Donc, on fonctionne par office. Et là, le sujet, c'était de créer un data office. Donc, j'ai été recruté pour ça. Et le data office, c'est finalement la réunion de deux équipes. Une équipe très métier, de data management, et puis une équipe technique. Notre sujet, vraiment le sujet que j'avais sur la table en arrivant, c'est la croissance, donc un vrai problème de croissance ou de scale-up, si on veut utiliser les gros mots, qui dit, voilà, aujourd'hui, on fait quasiment 2 fois plus que le partenariat que l'année dernière et on va avoir cette croissance régulière à l'année. Donc, il faut qu'on industrialise et qu'on automatise finalement. Alors, cette industrialisation, cette automatisation, le sujet, c'était de réduire finalement j'allais dire le time to market, de telle manière que dès qu'on lance un partenariat, on soit en capacité de le piloter comme donc la rentabilité technique au plus fin. Donc voilà, donc c'était vraiment le sujet. Et autant au début, j'ai commencé par travailler sur nos manières de faire, d'adresser les projets, de parler à nos partenaires, de leur expliquer vraiment ce qu'on cherchait. Autant à un moment, on avait aussi identifié qu'il y aurait un sujet technique sur la plateforme technique. Donc, j'ai lancé une consultation pour avoir des consultants nous aider à travailler justement à la plateforme de demain. Et le résultat de la plateforme de demain, sur cette approche très BI, sachant que notre plateforme était peu alignée avec nos usages. Donc là, on avait besoin d'une plateforme qui fasse à la fois de la BI, mais aussi qui nous emmène vers les technos de data science, justement de création de services que j'avais dans le target depuis le départ.
Et assez naturellement, finalement, on est arrivé à Snowflake en termes de base de données. Voilà, comme composant technique à ajouter à notre stack actuel. Merci pour la réponse, Julien. Du coup, même question. Ouais. Pourquoi avoir choisi Snowflake? Ouais, des usages assez similaires en fin de compte. Je pense que aujourd'hui, comme toute bonne startup scale-up qui se respecte, on se doit d'être absolument data-driven. Data-driven, pour moi, ça s'explique très simplement. Ça veut dire que les décisions doivent être prises après des analyses des data. Et donc, on a besoin de rendre l'usage de la data démocratique au sein d'une société. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir la data qui est disponible, qui est bien préparée et qui est vraiment très facile à accéder pour tout le monde. Et donc, on avait vraiment besoin en fait, d'un endroit un peu unique où on pourrait stocker toute la data et la rendre facilement utilisable par tous les collaborateurs. Le souci, c'est que chez Luco, en tout cas à mon arrivée il y a 1 an et demi, on n'avait pas vraiment d'expert data. On n'avait pas un CDO, on n'avait pas de Raphaël ou des gens comme ça. Donc, on a Charles là, qui nous a rejoint, mais avant ça, on n'avait pas d'experts. Et donc, du coup, on se retrouvait avec que des gens de l'équipe, si je peux me permettre, un peu business, donc des gens plutôt orientés vraiment métier, et pas de purs techniciens. Et donc, on a cherché une solution qui nous permettait à nous, gens du métier, de tout faire tout seul. Et c'est vraiment ce qui nous a plu sur Snowflake. En fait, c'était la simplicité de l'utilisation. Et donc, moi qui suis qu'un pauvre actuaire, si je peux dire, en fait, la prise en main de Snowflake était ultra rapide. Et en gros, ça nous a permis à moi, plus 2-3 personnes de chez Luco, si je peux me permettre, en plus plutôt jeunes, de très, très rapidement prendre la main, tout recréer, gérer tous les accès et en fait se sentir presque comme des data engineers. Et on a pu réaliser l'intégralité de notre, si je peux me permettre encore en anglais, data pipeline de A à Z, complètement sur Snowflake, juste en codant SQL, en donnant 2-3 droits, des trucs très, très basiques. Et l'autre chose qui nous a beaucoup plu, c'est que on est une entreprise en très forte croissance et sous Snowflake, on a pu commencer avec des processeurs qui étaient relativement petits. Et en fait, au fur et à mesure du temps et que notre business croît, en fait, Snowflake nous accompagne dans la croissance en nous permettant d'être très flexible avec l'utilisation des processeurs. Et donc, du coup, il y a juste 2 boutons, 2 clics à faire et on change un peu la façon dont on consomme du Snowflake. Donc ça, c'est très, très facile aussi pour nous de suivre. Donc, voilà, vraiment une question de simplicité. En fin de Ouais, ce que j'allais dire. Donc, simplicité, flexibilité. Donc, sur un modèle, évidemment, donc un modèle économique Snowflake à l'usage, hein, donc, qui correspond aussi à l'économie et donc le business sur lequel vous êtes positionné. Hein. Je crois que Raphaël, tout à l'heure, parlait d'économie à l'usage. Donc, on est alignés. Est-ce que vous avez un chiffre à partager, messieurs, Julien, Raphaël, sur votre projet, sur Snowflake, sur finalement cette stack que vous avez mis en place dans vos entreprises respectives? Moi, j'aurais plein de chiffres que malheureusement, je ne peux pas donner, mais c'est sûr qu'on a des croissances assez incroyables chez Luco, des taux de satisfaction, on n'a que des chiffres vraiment qui sont merveilleux, on est très contents. Bon, je ne vais pas les partager. Et je ne peux pas dire que c'est que grâce à Snowflake, hein, c'est surtout grâce à tous les collaborateurs, mais c'est sûr que de pouvoir avoir été une entreprise data-driven a beaucoup aidé. Moi, le chiffre qui m'a le plus marqué, je pense, c'est le projet. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est que 3 personnes, plutôt juniors, pas du tout data engineer, ont réussi à créer un data pipeline de A à Z en à peu près 6 mois. Et je pense que dans les boîtes où je suis passé avant, il aurait fallu beaucoup plus de monde et beaucoup plus longtemps. Je pense qu'on a réduit au moins qu'on a divisé par 3 ou 4 la problématique de création de toute la stack data en fait. Et grâce à quoi? Très simplement parce qu'on a donné comment dire, les droits complets, on a complètement délié les mains du métier et on a dit au métier, faites ce que vous voulez, c'est un bac à sable. Et vous faites ce que vous voulez dans votre bac à sable. Et c'est le problème en fait, qu'on rencontre dans toutes les autres boîtes où il y a trop d'interférences entre les différentes équipes. Enfin, en tout cas, c'est mon retour très personnel. Donc, c'est une accélération du time to market finalement de tes projets. Super. Ouais. Raphaël, un chiffre pareil ou un objectif que tu te fixes avec Wacom?
Là encore, on est très aligné avec ce que vient de dire Julien, hein. Nous, notre objectif, c'est de réduire le time to market sur nos produits, sur plutôt l'intégration des données depuis le partenaire. Donc aujourd'hui, notre objectif est de diviser ce temps actuel par 2. Donc ça, ce serait le premier chiffre. Je dis ce serait puisque nous, on a commencé le projet au mois de mars. Donc, on est un peu jeune pour dire que c'est effectivement ce qu'on va faire. On a un projet en plusieurs étapes. Mais voilà, en tout cas, c'est l'objectif. Et je pense qu'on devrait arriver à réduire de plus. J'en avais un autre qui m'a particulièrement surpris. Et là, c'est un peu plus à chaud. C'est 0 parce qu'on a regardé en fait les équipes. Donc, on a un ETL, hein, on top Snowflake. Et puis, sur les 3-4 premiers mois, là, ils ont bien travaillé. Et donc, ils m'ont dit, il y a quand même pas mal de choses qu'on fait porter par Snowflake. Et la discussion, c'était, OK, mais du coup, peut-être qu'il faut qu'on recrute quelqu'un qui soit spécialisé Snowflake. Donc, j'avais en tête un mot qu'on n'utilise plus, mais genre DBA, quoi. Et en fait, la discussion a donné, non, ce n'est pas la peine. La simplicité, en tout cas, de l'équipe qui aujourd'hui fait, hein, encore prendre quelques précautions, mais c'est que ce n'est pas des DBA, c'est effectivement des développeurs ETL. Ils ont une connaissance suffisante, et ça rejoint ce que dit Julien de Louco là-dessus. Ils ont une connaissance suffisante pour finalement aussi prendre en charge cette partie base de données, finalement. Donc voilà les 2 chiffres que je donnerai. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous dans un an. J'en aurai peut-être plein d'autres à donner. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On arrive sur la fin de la table ronde. J'avais une dernière question. Là, tout à l'heure, en termes d'usage, on a parlé d'expérience client, on a parlé de pilotage du risque, on a parlé de pricing, on a parlé de pas mal de choses. Comment vous voyez la suite sur Snowflake? Quel type d'usage pourrait être traité demain sur la plateforme? Je sais que Raphaël, tu as parlé tout à l'heure d'écosystèmes, enfin de partage de la donnée au sein de l'écosystème. Et donc, mais voilà, ma dernière question de cette session, c'est quelle est votre vision sur les futurs usages que vous allez demain mettre en place sur la stack qui est la vôtre? Alors moi, j'en vois 2, hein. J'en vois 2 qui est effectivement, l'utilisation du data sharing. On testera d'ailleurs dans un futur proche avec Luco, c'est sûr. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, le deuxième, moi, je suis en train de constituer une équipe data science. D'ailleurs, il y a quelques offres d'emploi ouvertes. N'hésitez pas à les regarder. Bien vu. Tu as vu un peu. Et donc, on va travailler sur nos usages data science, nos use cases. Et quand je dis no use case, hein, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, les use cases en interne, mais les use cases aussi, on pourrait offrir des nouveaux services à nos partenaires distributeurs. Donc moi, c'est les deux usages que je vois vraiment. Super. Merci Raphaël. Julien, même Ouais, question? je pense qu'on est reliés. Moi, le data sharing, c'est quelque chose que j'attends depuis quelques temps. Et donc, j'étais absolument ravi de savoir que Wacom prenait Snowflake parce que ça, même si on aurait pu le faire sans que Wacom prenne Snowflake, c'est quand même beaucoup plus simple si on a tous les deux la même plateforme. Donc, j'ai hâte qu'on puisse se lancer là-dedans. Ça va beaucoup simplifier notre vie le jour où on n'aura plus besoin de s'échanger des fichiers plats, mais on pourra juste appuyer sur un bouton et se mettre à disposition des datas partagées. Très, très heureux de lancer ça. Puis après, il y a tout ce qui est aussi un peu le marché de la data, enfin, le data market, que je n'ai pas encore assez regardé, mais en gros, en tant qu'assureur, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est tout ce qui va être enrichissement de données. Et donc, je sais que Snowflake propose ça. Et bon, voilà, on a un peu la tête dans le guidon tous, hein, j'allais dire quand on est en startup, mais je crois que c'est le cas de tous les gens qui nous regardent. On a tous la tête dans le guidon et donc voilà, souvent le côté recherche passe un peu après, c'est dommage, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis oui, puis évidemment de la data science, mais je ne rentrerai pas trop dans le détail parce qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi chez Luco pour parler de ça et je ne voudrais pas qu'ils disent que j'ai dit n'importe quoi. Mais c'est clairement l'idée. Ok. Je retiens donc en synthèse, partage de données, data science et data marketplace, donc enrichissement de la donnée, Ouais. la donnée interne, donc Luco, Wacom. Ok, super. Bah écoutez, merci à tous les deux messieurs. On arrive à la fin de la table ronde. Merci de nous avoir
écouté et merci d'avoir participé à cette session. Et pour celles et ceux qui sont au salon, n'hésitez pas à passer nous voir. On sera au stand à 33. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Excellente journée. Merci, bonne journée. Bonne journée Au à revoir. tous.